Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNeT. LPCN pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs. Je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Roland Courson, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes le coordinateur des blogs de l'AFP et vous êtes notamment l'éditeur de l'excellent blog Making of. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Paul Larottourou, un habitué de la politique CNeT. Vous êtes journaliste au Lab d'Europe 1. Des photos de civils alignés les mains dans le dos sous la menace d'armes pointées sur eux. Des hommes exécutés. Ces images à la mise en scène macabre ont été publiées sur Twitter par l'État islamique en Irak et au Levant. En parallèle de ces victoires en Irak, le groupe djihadiste est également extrêmement offensif sur le web et sur les réseaux sociaux. Vidéos de propagande à la réalisation hollywoodienne, appli dédiée pour vanter leur action sur Twitter, relaie via les combattants sur les réseaux le IIL ou le djihadisme 2.0. Roland Courson, il y a à peu près une semaine, il y a eu des nombreuses photos terribles qui montraient des hommes exécutés ou alors mis en joue. Beaucoup de photos ont été postées sur Twitter et vous, à l'AFP, vous avez décidé de les reprendre. Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'a aucune possibilité à l'AFP, comme les autres médias, d'accéder à ces zones. À l'AFP, on a un journaliste qui est enlevé en Syrie depuis 2 ans. C'est extrêmement dangereux. Aucun pigiste même ne peut travailler dans cette zone. Les seules sources d'informations qui nous proviennent des territoires qui sont donc contrôlés par les djihadistes, ce sont ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, c'est limite parfois. On a une seule source d'information qui est donc la propagande, en gros, des islamistes. Donc il faut montrer ces photos. Il faut les montrer absolument parce que c'est des photos qui d'abord donnent un témoignage de ce qui se passe sur place. Ensuite, qui ont une valeur historique. Je veux dire, beaucoup de gens, en voyant ces photos atroces de gens exécutés par des bourreaux parfois souriants, ont pensé à ces célèbres photos de la Seconde Guerre mondiale où l'on voit des officiers nazis souriant devant des juifs pendus à Auschwitz, etc. Et ces photos vont rentrer dans l'histoire. Ça fait absolument aucun doute que dans 20 ans, dans 30 ans, quand on reparlera des événements en Irak, on se rappellera de ces photos épouvantables. Comment vous faites pour les authentifier, ces photos ? On recherche d'abord la source de ces photos. On a un système extrêmement élaboré à notre rédaction en chef régionale pour le Moyen-Orient à Nicosie, d'une cellule de journalistes arabisants qui sont en permanence vissés sur les réseaux sociaux pour trouver des informations, trouver des images. Ces photos donc nous sont arrivées par ce biais. Alors on connaît à peu près, on ne connaît pas bien sûr la source de ces photos, on ne sait pas qui les a prises, mais on sait que ceux qui les ont diffusées sur les réseaux sociaux sont des gens fiables, fiables entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est pratiquement sûr que ces photos montrent des scènes réelles. Et comment vous savez si elles sont trafiquées ou pas Vous avez des systèmes à vous avez parlé tout à l'heure de pour... mise en scène macabre, mais justement nous on pense que c'est pas une mise en scène, que les D'accord. djihadistes n'ont pas besoin de faire des mises en scène, que c'est beaucoup plus facile pour eux d'exécuter des gens que de trafiquer sur Photoshop ou de... Après on peut rajouter de la couleur au sang, Oui, enfin alors, on peut quand même quelque part mettre en scène une réalité qui est terrible. La plupart de ces photos sont plus ou moins trafiquées, c'est-à-dire le sang généralement est sursaturé pour apparaître plus flashy. On a vu une photo où des éléments avaient disparu à l'arrière-plan, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour masquer un djihadiste, peut-être pour donner plus d'impact à la scène centrale où l'on voit des corps ensanglantés, peut-être que pour dissimuler l'identité de quelqu'un. Nous avons un logiciel à l'AFP qui s'appelle Tungsten, qui a été au départ développé pour le ministère de la Défense. L'AFP a acheté plusieurs licences de ce logiciel. Très très compliqué à utiliser, c'est un truc de mathématicien impossible. Je ne peux pas vous expliquer comment ça marche, mais on arrive à détecter les manipulations, y compris les plus savantes. Mais le gros problème, c'est la datation aussi, et la contextualisation qui est encore plus dure. Voilà. Est-ce que ça a bien été pris à la date dit, à l'endroit dit? C'est très très dur à certifier. Ce logiciel peut détecter donc les manipulations sur Photoshop, les manipulations techniques. Maintenant, les mises en scène, non, on ne peut pas. C'est très très difficile. Paul, les militants de l'État islamique en Irak et au Levant sont extrêmement organisés en matière de communication. C'est de la propagande de professionnels et récemment, il y a eu deux
axes très habiles de leur part. Il y a eu d'abord une espèce de bande-annonce de cinéma. D'ailleurs, ça s'appelle Le choc des épées 4. On dirait que c'est un film d'action hollywoodien. Ça commence Rambo, avec un zoom sur une carte. Après, il y a des images de drones dans le ciel de Fallujah. Après, il y a la musique qui commence. Il y a une vue subjective comme dans les jeux vidéo où on voit, mais c'est la réalité, en l'occurrence des terroristes sunnites tués a priori des chiites, a priori, en vue subjective, donc comme dans un jeu vidéo. C'est vraiment bien fait, c'est saccadé. Et d'ailleurs, cette bande-annonce, Le choc des épées 4, a été diffusée sur YouTube et sur de nombreux réseaux sociaux. Et YouTube l'a effacée, l'a enlevée. Actuellement, oui, mais elle rejaillit. C'est-à-dire qu'elle est effacée, elle rejaillit en fait. sur un autre compte. Et la deuxième chose que j'aimerais évoquer, c'est une application qui s'appelait L'Aube des Victoires. C'est en arabe, mais en français, la traduction, c'est L'Aube des Victoires, qui se téléchargeait sur la plateforme Android de Google. Et en fait, les gens, donc les sympathisants, téléchargeaient cette application, donnaient les clés de leur compte Twitter, donc c'est-à-dire les codes, et la personne qui gérait ce compte avait le pouvoir, à un instant T, d'envoyer avec tous ses comptes Twitter ce qu'ils voulaient. Donc en l'occurrence, ils ont envoyé notamment à 40 000 comptes en même temps une photo d'un combattant armé d'un fusil en disant « on arrive en Irak ». Et donc le but est de faire peur et en l'occurrence de déclencher une vague de désertion dans l'armée, ce qui a partiellement marché. Et avec des hashtags dédiés aussi. Oui, ce qu'on a remarqué, nous, à l'AFP, c'était que les djihadistes, enfin, les twittos djihadistes ont des techniques pour diffuser au plus grand nombre en mettant des hashtags sur les événements populaires. L'événement le plus populaire en ce moment, c'est la Coupe du Monde de football, effectivement. Donc le hashtag CM 2014 se greffe sur n'importe quoi, sur des tweets de propagande qui n'ont rien à voir avec la Coupe du Monde. On a eu, je crois, la semaine dernière, un tweet d'un djihadiste qui brandissait une tête décapitée en disant voilà notre ballon de football à nous, c'est hashtag CM 2014. Donc, et Paul, pourquoi Twitter en particulier parce que c'est parce que c'est le média du direct. Il n'y a pas que Twitter, il y a non, mais il y a quand YouTube, même en particulier. Twitter, Tumblr aussi. Les applications, ils sont vraiment très bons. C'est vraiment du travail de pro. Et ils sont partout sur tous les réseaux sociaux. Et Twitter, il y a plusieurs comptes certifiés, enfin authentifiés en l'occurrence, qui ne sont pas certifiés par Twitter, et qui ensuite sont effacés. Ils en créent d'autres et ils jouent à la fois sur les sympathisants qui relaient ces vidéos et ces photos souvent atroces, et aussi eux-mêmes, les comptes officiels changent très régulièrement. Et dès qu'il y en a un qui est supprimé, ils en recréent un, donc c'est sans fin. Oui, Roland de Courson, il y a une organisation, on a l'impression, assez pyramidale, mais après, il y a aussi les combattants ou les sympathisants qui diffusent aussi le message. Oui, c'est ça. Il y a 2 ou 3 organisations qui sont entre guillemets certifiées. On sait que Al-Qaïda a sa propre branche de communication, que l'État islamique d'Irak et du Levant a aussi son organisation de propagande. Et à partir de là, voilà, ça diffuse et puis ça rediffuse partout. C'est un mouvement impossible de l'arrêter. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en Irak, ils essaient de couper en fait les réseaux sociaux, mais ça rend votre travail encore plus dur de certification, parce que les images qui sont tweetées sont récupérées, rejaillissent. Donc parfois, c'est des vraies images, mais des personnes les trafiquent. Et du coup, remonter à la source est encore plus compliqué. D'une part, c'est très compliqué parce qu'effectivement, il y a tout un travail de certification. En même temps, quelque part, c'est plus simple parce que quand un événement survient, immédiatement, tout le monde le sait. S'il y a une frappe aérienne sur Alep par l'armée syrienne, tout de suite ça va être tweeté par les djihadistes. C'est presque live tweeté, j'ai envie de dire. C'est live tweeté. Donc effectivement, à l'AFP on ne donne pas d'informations par rapport à un tweet, mais ça nous donne une alerte, ça nous permet de contacter des gens qui sont sur place, qui peuvent eux certifier l'information. Paul, donc je le disais, finalement les combattants eux-mêmes postent des messages. En fait, ils postent leur vie quotidienne. Il y a aussi une forme de propagande, je veux dire, pour montrer que le djihad, c'est cool. Quelque part, oui, ça peut être choquant ce que je dis, mais il y a faire peur, il y a radicaliser, il y a recruter et il y a aussi lever des fonds. En fait, c'est des digital natives aussi. Est-ce qu'ils ont en partie, parce que je me souviens de photos, je ne sais pas s'il en poste toujours, d'un djihadiste néerlandais qui est parti en Syrie et qui poste des photos de chats dans des lolcats, donc qui a les codes en fait de la culture web. Mais évidemment, il poste des chats avec une grenade, un pistolet. Oui, puis il y a aussi les têtes pensantes de cette communication qui ne sont pas forcément aussi jeunes que les digital natives, mais qui ont vraiment compris les codes, et comme vous le disiez tout à l'heure, qui se greffent sur la Coupe du Monde, ou qui se greffent sur les codes du LOL, des contenus décalés ou des images virales, pour faire passer leur propagande islamiste.
Alors on va parler de photos, mais de manière un petit peu plus légère. Oui. Il fait la pluie et le beau temps sur la diplomatie française avant la conférence climat. Laurent Fabius se mue en Monsieur Météo, le temps d'une séance photo pour le Parisien Magazine de cette semaine. Comme avant lui, Montebourg en marinière ou Ségolène Royal en liberté guidant le peuple, Laurent Fabius en Laurent Romeshko fait réagir les internets. Raillerie et détournement à gogo, garantie. Roland de Courceau, la photo, elle vous plaît? Oui. Et vous, Paul? Oui, moi je trouve ça habile et sur le fond et sur la forme de la part des politiques, que ce soit Montebourg, Royal, Duflot ou Copé, qui ont tous participé au Jeu du Parisien Magazine. C'est malin. C'est une marque de fabrique voilà, maintenant. C'est une marque du Parisien Magazine que je trouve qui est très habile en l'occurrence. Et sur le fond, à chaque fois, il y a un message politique derrière. Ségolène Royal en Delacroix, c'était pour dire à François Hollande, oser, il faut oser. Copé, c'était pour supprimer les départements. Et là, en l'occurrence, le message de Fabius, c'est marrant de le voir avec son nœud papillon. Vous trouvez ça habile? Moi, je trouve ça très habile parce que derrière, il y a un message et qui parle de Paris Climat 2015 et qui dit tout simplement qu'il faut sauver l'humanité et que derrière, il y a une vraie interview politique. Donc, c'est une façon d'inciter à ouvrir le magazine et je trouve ça vraiment malin, moi. Vous trouvez ça malin? C'est vrai que c'est pas des sujets où on a forcément envie de lire une interview de Laurent Fabius sur le climat et que c'est assez génial finalement de faire cette espèce de mise en scène amusante. En tous les cas, ça fait réagir Internet. Hein. Il s'est fait plutôt moquer, hein, mais ça, le web aime bien rigoler aussi. On a lancé, comme pour Ségolène Royal, un concours de détournement et on a eu des résultats absolument magnifiques. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui viennent de défiler là. Donc ça donne quoi, si vous pouvez nous en décrire quelques-uns, vos préférés? Il y en a qui ne sont pas racontables à la télévision. J'invite les téléspectateurs à aller sur le Lab d'Europe 1 pour les voir. C'est bien, vous faites votre pub. C'est pas nouveau en un mot, Roland de Courceau, la mise en scène des politiques. C'est vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Voilà, oui, je pense que c'est une marque de fabrique des politiques depuis toujours. Et voilà, effectivement. Mais est-ce que les détournements les dérangent vraiment? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne fait que... Est-ce que ça fait bad buzz ou pas? J'ai envie de dire, moins que la sieste de Laurent Fabius, puisqu'il est quand même connu pour sa capacité à faire la sieste depuis au moins 2003. À l'époque, au PS, les gens se moquaient de Fabius qui dormait. Parce que maintenant, il peut avoir le décalage horaire. Hein. Il se déplace quand même beaucoup à sa décharge. Dans les réunions, il représente la France, il pourrait être pas mal de rester éveillé. Et donc, c'est beaucoup mieux, je pense, de s'afficher en Monsieur Météo, d'autant plus qu'il avait convoqué, il avait déjà rencontré tous les présentateurs météo. C'est bien meilleur pour son image et pour son discours, je pense, que le fait de s'endormir tout le temps. D'accord, c'est pas une reconversion possible, c'est pas ce message-là qu'il faut voir. D'accord. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors, une fois n'est pas coutume, nous allons parler tétons dans cette émission. Oui, c'est bien la première fois que je me réjouis d'une modification des règles d'utilisation de Facebook, puisque d'habitude, ces conditions changent pour faire de nous de meilleures cibles marketing et publicitaires. Eh bien, peut-être pas cette fois, puisque désormais, les photos d'allaitement sont donc autorisées sur Facebook. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une petite révolution. Rappelons que la nudité a toujours posé problème sur le réseau social. La Voix du Nord avait vu sa page suspendue pour une photo de mammographie et régulièrement des œuvres artistiques qui sont censurées. On pense notamment à l'origine du monde de Courbet. Et bien cette fois, Facebook a laissé passer une photo d'une blogueuse américaine en train d'allaiter ses 2 enfants. D'abord supprimée, Facebook l'a republiée en présentant ses excuses. Et alors qu'est-ce qui s'est passé, Lise, pour que Facebook accepte enfin les photos d'allaitement? Bien, c'est à la suite d'une grande campagne menée sur les réseaux sociaux, Free the Nipple, libérer le téton, qui appelait les médias à déstigmatiser l'allaitement en public. Un mouvement qui a donc eu gain de cause puisque Facebook reconnaît désormais la beauté et le caractère naturel de l'allaitement, je cite, et comprend donc que les mères veuillent partager leur expérience sur le réseau. Mais Facebook de préciser que si certaines photos sont censurées, c'est parce que certains utilisateurs s'en plaignent. Et c'est bien ça aussi le problème, que les photos de seins nus et donc d'allaitement puissent encore choquer. Sur Instagram, ces photos sont d'ailleurs toujours censurées, il faut le rappeler. Il est toujours plus facile de lever les barrières techniques que les barrières mentales. Ah oui, ça c'est sûr, les barrières mentales. Alors cette histoire, là, c'est comme ça ou comme ça? Bah là, c'est comme ça. Je trouve ça bien, oui. Après, le problème, c'est que ça permet à certains pervers de se rincer l'œil. Sur des photos d'allaitement? Là, dans les photos que vous avez montrées, il y a quand même beaucoup de poitrine. Non, mais il n'y a pas que... Merci à tous les 3. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos remarques, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.